Jemila Benhabib, comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Bienvenue à Radio X dans Montréal Live. Très heureux de vous parler ce matin. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Par où on commence? C'est une histoire complètement folle et il y a différentes manières de la traiter. Évidemment, on a les chroniques ce matin de Richard Martineau et de Joseph Facal. Ce sont des formes de cris du cœur. Mais allons-y d'abord. Partir ce week-end, la manifestation des intégristes ou des islamistes en fin de semaine. Vous en avez pensé quoi? Qui tire actuellement les ficelles et qui joue contre nous, les partisans de la laïcité? Différents courants. On ne peut pas seulement dire que ceux qui sont opposés au projet de loi 21 sont exclusivement ceux qui ont manifesté le dimanche dernier. Je pense qu'il y a une coalition qui est très très large, qui est essentiellement incarnée par un courant multiculturaliste. On a bien vu à quel point Julius Gray donc est très opposé à cette loi, mais il y a aussi des gens comme Adil Sharkawi par exemple et donc toute sa bande, donc des gens qui fricotent avec l'islam radical depuis de très très nombreuses années. Il y a aussi les universitaires, donc 250 universitaires qui ont pétitionné contre le projet de loi. Donc vous voyez bien que c'est une coalition qui est très très large et d'ailleurs nous sommes habitués à ce type de coalition. Je veux dire, ce n'est pas la première fois que nous faisons face à une telle opposition lorsque le Québec souhaite affirmer à sa façon, une façon particulière de vivre dans la cité, c'est-à-dire proclamer la laïcité de l'État. Si vous aviez à conseiller le gouvernement de la CAQ, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? Quels sont les pièges à éviter? Et quelle est la stratégie à adopter? En fait, est-ce la bonne stratégie, ce qu'on adopte actuellement? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer l'opposition? Parce que ce sera une opposition grandissante, faut pas être naïf. Julius Gray, donc, qui dit Julius Gray, il dit, désobéissance civile, on va mêler l'ONU là-dedans, les journalistes internationaux vont venir, vont nous beurrer, vont nous donner un œil au beurre noir à la grandeur de la planète. Quelle serait la stratégie à adopter et quels sont les pièges à éviter? Moi, je pense que, premièrement, il faut se tenir debout. S'il y a un mot qui m'est cher et qui me revient sans cesse, donc dans la tête depuis un certain nombre de jours, c'est véritablement se tenir debout. Et je pense que la légitimité du gouvernement, c'est précisément le fait de se tenir debout, le fait d'être en harmonie avec cette majorité québécoise qui veut en finir avec ce débat et qui veut aussi légiférer en matière de laïcité et qui souhaite avoir un État laïque. Donc, pouvons-nous se donner les moyens d'agir, c'est-à-dire adopter des lois qui nous ressemblent et qui traduisent nos aspirations politiques? Donc ça, je pense que on peut le faire. On a toute la légitimité de le faire. Le gouvernement a été élu, il a été élu majoritairement, donc il a aussi pendant la campagne électorale dit à quel point ce projet de loi, donc il était important pour lui. Donc question de légalité, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, évidemment, qu'il y a au niveau des de gens l'application, moi je veux vous amener là-dessus, Jemila. Oui, au niveau de l'application, si vous êtes vous-même ministre, parce que là, moi j'ai questionné le ministre là-dessus, puis évidemment, là, Mme Guilbeault est tombée un peu dans le panneau là, en disant on va appeler la police, évidemment, ce sera pas le cas. Mais au plan de l'éducation, je veux vous amener là-dessus. Moi, je pense que la prochaine rentrée scolaire, ça sera un genre de burqa fest. Vous allez voir plein de monde, surtout dans le West Island, manifester. Ils vont se voiler, etc. Donc, mais l'application dans les commissions scolaires, quels seraient les modes d'application idéaux? Ça prend des sanctions à un moment donné. Tu peux pas juste faire un énoncé de principe, dire là, il faut appliquer la loi. Il y a personne qui l'applique. OK, bon, on l'applique pas. Ça prend des sanctions. Qu'est-ce que ça prend comme sanction? Ça prend un régime de sanctions quand il y a une loi, non? Oui, certes, ça prend un régime de sanctions. Selon vous, ça devrait être quoi?
Oui, mais permettez-moi de dire que moi j'aime beaucoup l'attitude de notre ministre, qui est resté extrêmement digne, malgré évidemment les insanités qui ont plu sur nous. Rappelez-vous, on a été accusé d'épuration ethnique, alors que nous fêtons un triste anniversaire, une triste commémoration qui est le 25 ans, donc après le génocide au Rwanda. C'est véritablement épouvantable de faire ce type de parallèle, alors que l'actualité nous amène précisément à nous questionner sur ce qu'est l'épuration ethnique. Donc cette attitude qui est celle de la retenue, celle de la dignité, celle aussi de la fermeté, de dire que nous allons appliquer donc évidemment ce que nous avons promis pendant la campagne électorale. Maintenant, il faut aussi ramener ça dans sa juste mesure. Il s'agit de 500 emplois qui sont touchés. On parle de 500 emplois et on est, au dire de certains, au bord de la guerre civile. Donc c'est 500 emplois qui sont touchés. Ces 500 emplois sont essentiellement concentrés dans le milieu de l'éducation. Il n'y a personne qui va perdre son emploi. Donc je ne vois véritablement aucune prise de la part des opposants à créer, si vous voulez, du grabuge. Parce que finalement, il n'y a personne qui perd son emploi. Finalement, cette loi, elle ne fait que des gagnants. Et donc, je pense que l'attitude, c'est véritablement celle de la retenue, c'est celle de la modération, c'est celle de la dignité. Il faut à tout moment rappeler que nous ne sommes pas face à un gouvernement arbitraire, que nous sommes face à un gouvernement légitime, que la laïcité, elle est inscrite aussi dans l'histoire du Québec, aussi lointaine que chez les patriotes par exemple, aussi lointaine que pendant la Révolution tranquille, aussi actuelle que la déconfessionnalisation des commissions scolaires. Donc quand nous parlons de la laïcité, nous parlons de notre histoire qui s'inscrit dans une histoire universelle. Maintenant, quant à la mise en application, eh bien, je pense qu'il faut être extrêmement prudent et que il faut aussi savoir faire, faire part à la musique. Donc, on va voir. Je pense que le ministre n'a pas aujourd'hui l'ensemble des cartes, qu'il est en train aussi de juger, d'évaluer, d'examiner, d'analyser au quotidien ce qui se passe et notamment la façon avec laquelle donc les opposants s'expriment. Mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi une très grande majorité qui est silencieuse et c'est ultimement celle-là qui observe notre gouvernement aller et c'est cette majorité qui est aussi digne, où il y a aussi beaucoup de retenue et qui fait confiance à notre gouvernement. Donc moi j'ai envie de dire, continuons de faire confiance à ce gouvernement, à ce jeune ministre aussi, qui est franchement brillant, qui est rafraîchissant dans sa façon de faire, dans sa façon de gérer ce dossier qui est sensible, ce dossier qui est délicat, ce dossier qui est complexe. Donc voilà ultimement ce que moi j'ai envie aujourd'hui de partager donc avec vous. Parmi les ennemis, il y a Québec solidaire. Catherine Dorion a défendu le voile. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce matin? Ah bah écoutez, moi j'ai pas grand-chose à dire avec Catherine Dorion parce que, bon, d'abord je la trouve très légère sur ces questions-là. Je veux dire, c'est évidemment quelqu'un qui n'a pas suffisamment réfléchi sur les questions de l'islam politique, qui ne sait pas de quoi elle parle d'abord lorsqu'elle parle de l'islam politique. Je veux dire, nous sommes face à un danger international. L'islam politique, ce n'est pas rien. Nous avons à l'échelle internationale une coalition qui s'est constituée en 2015. Dans cette coalition, il y avait autant d'États occidentaux que d'États arabes pour contrer précisément l'organisation de l'État islamique Daesh, donc au Moyen-Orient. Donc ce n'est pas rien. Lorsqu'on parle de l'islam politique, c'est de cela aussi qu'on parle. Et lorsqu'on parle de cet islam politique, le tiers des recrues de Daesh, ce sont des personnes qui appartenaient à des États occidentaux. Ce sont des personnes qui venaient essentiellement d'Europe et d'Amérique du Nord. Donc ça nous touche directement. Il y a des familles qui sont concernées par le départ de leurs enfants au sein des troupes de l'État islamique. Et donc dire que ça n'existe pas, dire arrêtez de nous bassiner avec l'islam, c'est être insensible d'abord à la douleur de ces familles-là, mais aussi être totalement inculte vis-à-vis des relations internationales. Écoutez, moi je suis renversée d'entendre une députée de l'Assemblée nationale tenir un tel discours.
c'est un discours qui est absolument nihiliste, c'est un discours qui nie carrément la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, où il y a un cancer qui s'appelle l'islam politique et qui malheureusement a métastasé dans l'ensemble des pays, et il a métastasé aussi chez nous au Québec. Nous avons eu une démonstration, dimanche dernier, à travers donc cette manifestation où Adil Sharkawi donc est accueilli comme étant une rockstar, ou Salam El Maniaoui est aussi accueilli comme une rockstar. Or, le pedigree de ces deux personnes, ma foi, n'est pas reluisant en matière du respect des droits humains, en matière d'ouverture, en matière de démocratie, en matière de vivre ensemble et en matière de respect de l'altérité. Donc, c'est inquiétant de voir qu'il y a des politiciens qui continuent de nier ces réalités-là. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette manif à l'instant. Takbir! 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 Jazakumullahu khayra. Comment vous trouvez ça? Écoutez, moi je suis émue d'entendre ça, je ne vous le cache pas, parce que de là où je viens, c'est sous les sons de Takbir et c'est sous les sons de Allah Akbar que des centaines de mes amis ont été assassinés. Donc de voir que à Montréal il puisse se produire ce genre de manifestation et aussi donc scander le cri de ralliement des terroristes dans le monde, moi sincèrement aujourd'hui ça me renvoie donc à une histoire qui est extrêmement douloureuse. Mais quelle est la réaction que nous Québécois devrions avoir? Est-ce que vous nous lancez un appel au réveil ce matin? Oui, permettez-moi juste de finir sur ça. Moi, j'ai aussi assisté donc à ce type de manifestation à Londres en 2006, lorsque on demandait de mettre à prix la tête du caricaturiste danois, et je voyais aussi dans les rues de Londres donc défiler des djihadistes. Ça se voyait parce qu'ils demandaient véritablement, ils avaient le poing en l'air et il demandait la mise à mort donc du caricaturiste et de tous les caricaturistes qui ont publié les caricatures de Mohamed donc en 2005. Ce n'est pas seulement en Algérie, c'est aussi l'histoire de l'Occident qui est ciblée depuis plusieurs années déjà. Donc aujourd'hui, le discours de la lucidité, le discours de la vérité, l'attitude du courage, l'attitude aussi de la dignité, c'est minimalement, je dis bien minimalement, de se tenir debout contre cet islam donc violent, contre cet islam revanchard. Je veux dire, on n'a pas besoin de proclamer que Allah est le plus grand en pleine rue à Montréal. Je veux dire, c'était quoi véritablement le message? C'était que l'on défie le Québec, que l'on défie l'État québécois, que l'on défie encore une fois un gouvernement qui est légitimement élu et qui souhaite tout simplement légiférer donc d'une façon totalement démocratique. Donc je pense que ce qui s'est passé dimanche est extrêmement grave. Est-ce que c'est un appel à une forme de djihad législatif, légal, politique, un combat? Écoutez, c'est un rapport de force. C'est tout simplement un rapport de force qu'on veut établir. Donc c'est dire on est là et rien ne se fera sans nous et on vous défie. C'est un appel à la désobéissance civile. Ça a été clairement dit par Julius Gray et c'est repris quand on dit que Allah est le plus grand. Mais le plus grand que quoi? Pourquoi le dire tout simplement? Donc c'est fusionner la religion et la politique sur la scène publique. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire on occupe la rue d'une façon religieuse en proclamant que Allah est le plus grand. Donc il y a aucun mystère, je veux dire, concernant l'interprétation que l'on peut faire de ce qui a été dit. Et aucun média, Jimila, dimanche dernier, n'a rapporté ça. Ça, c'est notre reporter Alex Leblond qui a fait ça, qui l'a enregistré. Richard Martineau, évidemment, l'a dénoncé. Mais Radio-Canada ou TVA n'en ont pas parlé, alors qu'ils le savaient, ils étaient sur place. Il y a une complicité tacite des médias.
il y a un aveuglement volontaire, une lâcheté? Comment peut-on qualifier ça? Précisément, ça c'était la deuxième partie donc de mon commentaire, c'est de dire que oui, en effet, il y a donc une manifestation de force de l'islam radical donc à Montréal, mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est le traitement médiatique qui a été accordé à cette manifestation. Je veux dire, on a y compris qualifier cette manifestation de manifestation pour la liberté et pour le féminisme. J'ai lu le commentaire du Devoir qui était donc écrit par, je pense, la journaliste qui s'appelle Monpetit, et donc elle a qualifié en fait la manifestation de une manifestation pour la liberté et pour le féminisme. En fait, c'est véritablement renversant. C'est complètement fou. Ah, c'est fou, c'est renversant de voir donc à quel point, je veux dire, on ne sait même pas décoder. C'est grave, je veux dire, si on n'est même pas en mesure de décoder ce qui est la liberté, ce qui est l'esclavage, ce qui est l'ouverture, ce qui est la fermeture, ce qui est l'islam radical et ce qui est le progrès chez les musulmans, écoutez, je pense qu'on peut véritablement parler de la faillite du journalisme, d'un certain journalisme en tout cas, il faut le dire. Moi, j'étais véritablement assommée de lire, comme vous d'ailleurs, tous ces commentaires d'articles, qui restaient véritablement, qui tournaient autour du pot sans jamais aller à l'essentiel. C'est de dire que l'islam radical a manifesté le dimanche dernier sous les cris de Allahu Akbar. Et donc, d'abord, on ne donne pas l'information, donc on la cache. On la cache pourquoi? Est-on en train de dire que dénoncer Charkaoui, c'est un acte raciste? Alors écoutez, si on en est arrivé là, c'est vraiment très très grave, parce que ne pas le dire, cacher ce fait-là, à mon sens, c'est pour protéger. Mais protéger qui? Protéger Adil Charkaoui, protéger Salam Al-Maniawi, dont on a peu parlé ce matin, mais lui aussi, c'est un drôle de coco. Lui, c'est un type qui demandait l'application de la charia pour les musulmans au Québec dans les années 90, s'agissant du droit familial. Oui, donc, et c'est Mme Ouda Pépin qui l'a freiné, hein? Rappelons-le. Oui, en fait, c'est Ouda Pépin, mais c'est surtout le ministre de la Justice de l'époque. Donc c'est ça. Donc c'est véritablement le ministre de la Justice de l'époque qui a été renversé par cette demande et qui a tout de suite fermé la porte. Donc ces gens-là sont connus. Je veux dire, c'est pas comme si on ne les connaissait pas. C'est pas comme s'ils n'avaient jamais rien dit. C'est pas comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Ils ont une histoire, et de savoir qu'aujourd'hui cette histoire est totalement mise de côté, qu'il suffit d'avoir quelques poils et d'avoir une petite barbichette et de se mettre un petit turban sur la tête et une petite calotte et de dire voilà, maintenant je suis imam pour effacer tout ce que vous avez fait. Bien écoutez, je pense qu'on est véritablement dans une espèce de délire total, et ça aussi c'est inquiétant parce que ça fait partie du problème, parce que le traitement médiatique, la façon avec laquelle on rapporte, la façon avec laquelle on analyse, la façon avec laquelle on examine, elle est aussi au cœur du problème. Comment se fait-il que à Québec, le traitement de l'information vis-à-vis de cette manifestation, il est à mes yeux beaucoup plus crédible que celui de Montréal? Je ne comprends pas véritablement aujourd'hui. Je me pose beaucoup de questions. Là, on va se faire une belle promesse, nous deux. D'accord? on se promet de se reparler. Est-ce qu'on fait ça? Écoutez, si vous m'invitez, je veux bien. Parfait. On se reparle assurément. Djimila Benhabib, merci énormément. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.